parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez du côté d'Abidjan. Vous êtes à Lomé, vous êtes du côté de Togo. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs. Plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour réagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qui va être très difficile aujourd'hui parce que là, depuis carrément 1 heure, la Guinée, en tout cas, à Conakry, on n'a pas la connexion Internet. On va essayer de gérer tout ça avec les autorités. Merci encore une fois à vous qui nous rejoignez du côté de Zéré Corée sur Espace TV. Et plusieurs mois s'offrent à vous, je le disais tantôt, soit c'est par SMS le 00224 657 39 13 13. Les SMS pour le moment passent avec plaisir. On va essayer de gérer tout ça avec l'équipe du jour. Oui, Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Ahmed Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. On parle de cette grève, le temps que Moussa Moïse nous rejoigne évidemment parce qu'il est en train de chercher un petit peu ce qui se passe en ce qui concerne cette perturbation de connexion Internet. Grève dans le secteur de l'éducation, résultat d'une autre promesse non tenue. Oui, parce que nous étions là l'année dernière lorsque le SLEG a mené une campagne rude et au dernier moment, il a tout de suite été mis à la touche pour donner l'occasion à ce que le travail qui avait été fait sur le terrain par Banobari, qui a consisté à recenser, à détecter les fictifs probables pour que l'argent qui allait être récolté puisse être reversé sur les salaires. Maintenant, au cours des négociations, on n'a pas opté pour cette solution. On a plutôt dit non, au lieu de reverser sur les salaires, il faut plutôt trouver des primes d'incitation pour amener, n'est-ce pas, des enseignants à reprendre les cours partout dans le pays. Donc, la grève va prendre fin de cette façon puisque 2 adjoints de Souma vont se joindre aux autres leaders syndicaux du système de l'éducation, le SNE, le syndicat autonome de l'éducation, la FSPE, mais également le SLEG que dirige Kadia Touba. Ce papier va être signé. On va donc commencer par payer quelques primes d'incitation pour 1 fois, 2 fois. En tout cas, toute l'année dernière, on a continué à payer et ça a mis un terme à la crise. Cette année donc, on s'est rendu compte que ces primes d'incitation-là n'étaient plus payées. Oui. Ça fait un bon moment que ce n'est pas payé. On a payé, je crois, une partie pour ici à Conakry, mais à l'intérieur du pays, les gens n'ont pas de salaire. Faut pas oublier que déjà, il y avait d'autres problèmes qui étaient signalés parce que certains enseignants qui sont dans les écoles primaires à l'intérieur du pays, des écoles véritablement démembrées, qui sont directeurs et chargés de cours, avaient été exclus par le simple fait qu'ils étaient directeurs. Alors, parce qu'on avait dit c'est pour les enseignants qui sont en situation de classe, donc pas pour les directeurs, pas pour les principaux ni pour les proviseurs. Mais il y avait la situation de ces enseignants justement qui étaient à la fois directeurs et chargés de cours. À ce problème des primes d'incitation est venu se greffer d'autres problèmes au niveau de l'enseignement supérieur. Vous savez, depuis 2 trimestres maintenant, les universités et institutions d'enseignement supérieur ne perçoivent pas de subventions. Donc ce problème-là, il était là déjà. Et ils étaient aussi concernés par les primes d'incitation. Et il y a des enseignants que l'État guinéen a envoyés en formation à l'étranger, à Dakar, au Maroc, mais loin aussi de la Guinée. On en a parlé un peu la dernière fois avec la situation de quelques boursiers. Donc il y en a qui ne peuvent plus répartir parce que l'État n'a pas payé leur scolarité. Ils n'ont pas payé leur scolarité, ils n'ont pas de bourse. Pour certains, pour des masters, et qui doivent repartir pour soutenir, ne peuvent pas aller parce que ce n'est pas payé, ou d'autres qui doivent valider leur passage en classe supérieure ne peuvent pas non plus reprendre ces cours-là
il y a un nombre important comme ça d'enseignants inscrits à ces écoles de master et des écoles doctorales qui ne peuvent pas partir, qui sont aujourd'hui bloqués. C'est pourquoi le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur a déclenché la dernière fois un boycott. Ils ont appelé ça comme ça parce qu'il n'y a pas eu de préavis. Un boycott de 4 jours au terme duquel ils devraient réfléchir s'ils pouvaient déclencher une grève beaucoup plus prolongée. Le constat qui est fait depuis vendredi, parce que ça mérite d'être dit, c'est que les cours sont paralysés dans toutes les universités du pays. On Justement, a pu le constater. Donc les enseignants du supérieur ne partent pas en classe. Même si, par ailleurs, le SLEG avait voulu se venger un peu parce qu'il s'est dit, lorsque lui, il menait le combat, il y a d'autres mouvements syndicaux qui appelaient les enseignants à repartir à l'école. Il y a eu cet exercice la dernière fois, le SLEG, qui a appelé les enseignants à repartir à l'école. Pour le pré-universitaire, c'est aujourd'hui, on va pouvoir vérifier ça, mais pour l'enseignement supérieur, cet appel n'a pas été entendu. C'est plutôt celui du SNAESUR qui a été entendu et les cours sont paralysés dans toutes les universités du pays. Donc, je l'ai dit, c'est le résultat d'une rien n'a bougé ce week-end. Rien n'a bougé ce week-end. En tout cas, pour l'instant, selon nos dernières informations, rien n'a encore bougé. C'est le résultat d'une promesse non tenue. Le gouvernement avait obtenu quand même beaucoup de largesse de la part de ces syndicalistes qui étaient assez durs. Je veux parler du SLEG et avec l'implication des autres structures syndicales, on a pu aboutir à une solution qui a permis quand même de décrisper la situation et de permettre à ce que les cours reprennent. Donc si aujourd'hui on a quand même promis de payer ces primes d'incitation, parce qu'on a dit il y avait des déperditions, on a donc récupéré de l'argent, que l'argent là existe. Je ne vois pas pourquoi on ne donnerait pas cet argent aux enseignants, même si ce n'est pas le salaire comme le veut Aboubacar Souma, parce que lui c'est ce qu'il veut, il l'a dit la dernière fois, il dit de rehausser à 2 millions et d'en faire si vous voulez un surplus sur le salaire des enseignants qui était déjà dit. Il faut quand même déplorer toute cette situation. Justement, une patate chaude, hein, Madame Yoro. Une patate très chaude, Lamine. Le week-end, par exemple, du côté de Cancan, il y a Alpha Marquita qui nous a envoyé un élément justement sur la situation qui était très tendue de ce côté, surtout le cas des directeurs qui ont été exclus. On suppose que oui, ils ne sont pas en situation de classe, alors que comme Jacques l'a rappelé, il y a des localités où par exemple c'est le directeur qui gère les classes et qui en même temps c'est le seul qui est là et qui est quelquefois pris en charge par les communautés, même si l'État fait de son mieux quelquefois pour au fur et à mesure prendre ces gens en charge, parce que c'est du ressort de l'État. En tout cas, on les a écoutés, ils ont demandé à ce que eux aussi soient pris en compte par rapport à ces primes d'incitation. L'autre chose, c'est qu'il était prévu qu'on leur paye, je crois, 2 mois, et ce qui n'a pas été le cas. Ils ont perçu 1 mois. Il y en a qui refusent carrément, qui disent qu'il était prévu qu'on leur reverse les 2 mois. On a notamment écouté le ministre, Dr Bano, qui disait que finalement, ces primes vont être reversées sur les salaires des enseignants. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus recevoir cet argent en espèces. Pour ceux qui ne sont pas au virement, bien entendu, on va reverser sur le salaire, ce qui veut dire que c'est mensuellement que ça va être perçu. Mais en même temps, la situation dans laquelle on est en train de se retrouver, Lamine, c'était prévisible. Parce que c'est des situations, on a l'impression qu'on gère les choses au fur et à mesure, on ne prévoit rien, on n'anticipe rien. Alors que dans le domaine de l'éducation, on ne devrait pas... Les enseignants, même si ces derniers temps, on suppose que la situation a été un peu revue, c'est les gens qui sont les moins dotés dans ce pays. Ils ne sont pas suffisamment payés, parce qu'on a écouté Tunkara ici la dernière fois. Quelqu'un qui a moins de 2 millions comme salaire, comment voulez-vous que cet homme-là vive dans ce pays avec la conjoncture actuelle? Mais en même temps, s'il y a des primes qui leur sont qu'on leur promet et qu'on n'arrive... C'est une vraie pagaille qui n'est pas... C'est un manque d'organisation. Parce que vous avez un programme établi, il y a des primes qui doivent être payées, il y a de l'argent qui est là. Voyez comment les choses se passent, par exemple, en période de campagne. Il y a de l'argent qui coule à flot, Lamine. L'argent coule à flot. C'est comme si les choses sérieuses, parce que pour moi, les choses sérieuses, c'est par exemple l'éducation. C'est par exemple le développement du pays. C'est par exemple l'emploi jeune. Mais c'est dans ces secteurs-là que vous voyez les gens manifester, justement, parce que les choses ne sont pas prises très au sérieux. C'est ça le problème. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, des enseignants qui réclament, en fait, de l'argent qui n'atteint même pas 2 millions de francs guinéens. Vous prenez cet argent pour quelqu'un qui a de la famille. Les enfants vont à l'école. Il y a des problèmes de santé. Il y a des problèmes de logement. Il y en a qui sont en location. Vous ne leur donnez pas cet argent sans penser au salaire
pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui prend parfois du temps pour tomber, moi je pense que c'est un manque d'organisation. Il faudrait qu'on prenne l'éducation plus au sérieux. Ailleurs, l'éducation, si vous voulez qu'un pays avance, il faut prendre en compte l'éducation. Il faut payer les enseignants. Il faut mettre les moyens qu'il faut pour que les enfants soient pris en compte. Sinon, comment voulez-vous qu'on ait des résultats quand ceux qui doivent enseigner ne sont pas suffisamment payés? Ils n'ont pas les moyens de prendre en charge. Ils viennent en classe avec des problèmes en tête. Parce que quand tu sors, tu n'as pas laissé de quoi nourrir ta famille. Je me demande comment tu peux dispenser des cours. Justement, allez, Antoine Kourouma, gouverner, c'est anticiper. Hein, c'est très important. Ça, on connaît la règle. Hein. Ça, c'est connu de tous, sauf que le SNESUR, pour un départ, n'a pas été pris au sérieux. On l'a qualifié de syndicat aux commandes du pouvoir. On a dit que c'était un partenaire ou encore des manipulés du pouvoir. Mais au regard du constat fait sur le terrain, on se rend bien compte que c'est un syndicat qui est bien organisé, qui a réussi à se faire entendre par ces syndiqués qui, pour la plupart, ne font pas cours à l'heure actuelle. Même si à Gamal, le week-end dernier, il y a eu un incident auquel on a assisté entre un syndiqué du SLEG et ces éléments du SNESUR qui n'ont pas apprécié le fait qu'un enseignant, malgré l'injonction, soit venu faire cours dans cette classe. Donc il a été empêché par ses collègues de donner cours, ce qui a suscité une certaine tension à Gamal, qui a fait que des journalistes ont été interpellés et il y a eu des éléments de reportage autour. Abakar Souma a haussé le ton pour dire que les syndiqués du SLEG ne sont pas concernés par ce mouvement du SNESUR, donc il appelle ces éléments à donner cours, même si cet appel sur le terrain n'a pas été entendu. Ce que je veux dire par rapport au SNESUR, ils ont des revendications au nombre de 4. On a entendu le ministre en attente de confirmation dire que cette semaine, on allait commencer à payer cette prime d'incitation aux enseignants. On attend de savoir quel jeu exactement, parce qu'on attend toujours qu'il y ait mouvement sur le terrain pour s'acquitter de ses devoirs, alors qu'on savait pertinemment que ces enseignants avaient besoin de cela pour pouvoir subsister. Donc si on nous promet que cette semaine, la situation sera décantée, j'attends ardemment de le voir, parce que tout ce retard accusé dans la nomination des ministres est aussi une raison pour laquelle cette situation a lieu. Parce que si les enseignants avaient un interlocuteur fiable en face, je me dis qu'une solution aurait été trouvée. Mais on attend de confirmer un ministre qui, pour l'instant, ne sait pas s'il doit communiquer avec les syndicalistes ou non, parce qu'il n'est pas sûr d'être maintenu à son poste. Et donc, je me dis qu'il serait important que le département de l'enseignement supérieur ou le gouvernement entièrement... Mais le secrétaire général, normalement... Binko m'a dit qui jusque-là ne se bouge pas. Et donc, ce serait important qu'on prenne des dispositions parce que les étudiants se sont fait entendre à un moment donné. L'État s'est bougé. Si les enseignants en font autant et que ça fait une sorte de répercussions sur les cours et que les étudiants également... On a constaté vendredi quand même, hein, c'était quasi, je veux dire, toutes les universités, parce que j'ai vu le reportage que Alexis Collier a envoyé du côté de Zéré Corée, entre autres. Hein, voilà, on se dit... on agit par tâtonnement. Si ça continue ainsi, je ne souhaite pas que les étudiants entrent dans la danse parce que nous savons ce que peut signifier une manifestation d'étudiants dans un pays. Le président de la République en est conscient. Il en a fait les frais récemment puisqu'il s'est bougé lorsque ceux-ci se sont fait entendre. Je ne souhaite pas du tout que cela arrive. Et donc, il serait important que l'État trouve une solution à cette requête des enseignants pour éviter que l'effet boomerang ne se fasse constater. Bien, allez-y mon cher Ahmed. Non, c'est une espèce de bis repetita, quoi. On a l'impression, on a l'impression que c'est... On tâtonne, c'est toujours la même chose, la même rengaine. Puis moi, l'État actuellement guinéen, je trouve à la traîne, quoi. Il me fait penser à une vieille tortue. Tu sais, il y a un moment donné, il faut lui mettre le briquet aux fesses pour qu'elle avance. Ahmed. Tu vois, non mais c'est les grandes gueules. Il faut mettre le briquet aux fesses de la tortue. Les grandes gueules. Voilà, pour la sortir un peu, qu'elle commence à sortir de sa carapace. Non, écoute, l'État doit arrêter de faire croire qu'il donne l'aumône aux enseignants. C'est un dû. Je l'ai dit ici, on le redit. Jeudi dernier, j'avais quelqu'un que j'avais invité dans mon émission avec qui on a parlé formation, justement, avec qui on a parlé enseignement. Il faut respecter ceux qui donnent ou ceux qui distillent le savoir à nos enfants. C'est encore une fois, c'est important. On te dit, pour connaître un État, il faut voir ses routes, il faut voir ses écoles, il faut voir ses infrastructures. Et pour le moment, honnêtement, les infrastructures de l'État, ou plutôt les décisions de l'État en termes d'éducation, elles sont nulles et non avenues. Il se passe strictement rien, si ce n'est effectivement des promesses non tenues, si ce n'est du non-respect total des enseignants. Enfin, moi, je ne comprends pas que l'on... Écoute, normalement,
Le salaire des fonctionnaires doit être indexé au coût de la vie. Ouais. Quand tu vois l'inflation dans laquelle on vit, il y a une inflation incroyable. Qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom, comme on dit. Ouais. Et le salaire de nos enseignants, je me demande honnêtement comment ils font pour ne serait-ce que survivre. Ouais. Donc voilà, on dit toujours la même chose, mais malheureusement, encore une fois, je le redis, il faudrait un petit briquet là, pour leur mettre le feu derrière. Bien, non, Ahmed, s'il te plaît, allez, c'est pas possible. Ça va être interprété autrement. Allez-y, mon cher Moussa. Moi, je trouve normalement qu'après le nettoyage, il faut passer à l'engraissage. Le nettoyage a consisté à lutter contre les doublons, les triplons, à nettoyer ce qui s'adonnait à des trafics au niveau de l'enseignement supérieur. On se rappelle bien entendu de ce travail qui a été présenté par l'ancien ministre Yero, un travail qui avait été quand même tout de même commencé par professeur Bano, et qui après a été appelé à d'autres, par le chef de l'État à s'occuper de l'enseignement préuniversitaire. Donc je trouve que quand on mène un tel combat, ça fait crier au niveau des universités privées. Vous vous rappelez, les fondateurs à l'unisson ont crié à une chasse aux sorcières, ont mis devant les médias le fait que l'État cherchait à couper les cheveux de certains d'entre eux, notamment Ousmane Kaba se sentait un peu dans la visée du pouvoir en place, mais ce travail a tout de même permis de nettoyer et de récupérer de l'argent. Ouais. Après cela, il faut passer à l'engraissage. Et surtout que c'est vous qui l'avez dit. Ouais. Lorsqu'on a été au Palais du Peuple promettre à des étudiants qu'on va leur offrir des tablettes et qu'on ne l'a pas fait, il ne faut pas continuer quand même à dire des choses qu'on ne peut pas te dire. Ouais. Et ça, c'est papa promesse. Il faudrait qu'ils puissent tout de même prendre un les grandes gueules ceux à qui il s'adresse. Parce que au niveau de l'enseignement supérieur, vous avez la formation qui doit être questionnée, mais vous avez aussi la formation des formateurs. Parce qu'au niveau de la recherche, quand vous y allez, vous êtes dessus. Il n'y a pas de recherche. Ouais. C'est-à-dire que si Google n'existait pas ici, je vous assure que beaucoup n'auraient pas eu leur master ni leur doctorat. Parce qu'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de moyens mis à leur disposition pour le faire. Ailleurs, dans d'autres pays de la sous-région, vous avez des think tanks qui réfléchissent à l'avenir de leur nation, à ce qui peut être fait, comment les rendre résilients face à certains fléaux existants, mais à venir également. Mais c'est par le cerveau qu'ils réussissent là. Dans certains pays, on n'est plus en train de compter sur les matières premières. On est passé à autre chose. C'est-à-dire qu'on compte sur la matière première des matières premières, la ressource humaine. Mais ici, on n'est pas... exactement, on n'est pas encore au niveau de la valorisation de la matière grise. On est à un autre stade. Je trouve qu'ils ont beau jeu de demander à ce qu'on les respecte, parce que la qualification de notre système éducatif passe par le respect que nous accordons aux enseignants. Et le respect qu'on leur accorde, c'est tout de même de leur mettre dans des conditions de travail basiques qui puissent leur permettre de dispenser les cours de façon assez responsable et de façon épanouie. Allez-y, Antoine. Je suis quand même surpris du comportement de l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur qui, pendant les campagnes électorales, a emmené ses enseignants à faire campagne pour le président. On a vu ce meeting au Palais du Peuple, au cours duquel les enseignants du supérieur ont été appelés à battre campagne pour Alpha Condé. Maintenant que attendez, c'est pas une raison. C'est l'effet contraire. Non, c'est l'effet contraire. C'est ce que j'ai dit. Au fait, je crois les enseignants, ils ont créé un mouvement pour dire merci au président d'avoir choisi un enseignant du supérieur pour s'occuper de l'enseignement supérieur. Il y a eu un meeting pour le président par les enseignants. Je me rappelle qu'il y a une liste qui a circulé où des enseignants ont refusé de démarger ou de mettre leur nom parce qu'ils n'étaient pas partants pour cette méthode. Beaucoup d'enseignants ont été cooptés pour battre campagne pour Alpha Condé. Maintenant qu'il a eu son 3e mandat et qu'il ne fait pas face à leurs problèmes, je me dis que c'est une sorte de récompense qui ne l'aurait pas reconnu. Parce que pour moi, si vous avez contribué à la réélection de façon active, ce qui n'est pas votre rôle, lorsque celui-ci obtient ce ticket-là, il serait important qu'il fasse face à votre problème. Mais je constate que... Non, ça ne devrait pas être adossé à cela. Et on l'a dénoncé ici dans le studio. Les enseignants n'avaient pas le droit de le faire
Voilà, si on s'exprime ainsi, on va dire que c'est bien fait pour eux parce qu'ils se sont exposés, quelques-uns parmi eux. Non, c'était un groupe. C'était un groupe. On connaît. Oui, mais c'était un groupe. On connaît ces enseignants. On connaît ces enseignants qui ont été au palais. Est-ce que les enseignants de Nzerekore, de Kankan étaient au palais? Ils n'y étaient pas. Ils représentaient qui? Non, mais tout le corps professionnel du supérieur. Non, c'est ce qu'on va se dire. Non, ce n'est pas le syndicat. Ce n'est pas le syndicat. C'est un mouvement d'enseignants du supérieur. Le ministre a été à la tête de cela. Le ministre les a incités à le faire. Mais ça n'implique pas tous les enseignants. Lorsqu'Alpha Condé est réélu, on s'est dit que derrière, il y a une récompense qui doit suivre. C'est où la récompense finalement? Alors que diriez-vous? Alpha ne récompense pas les corps professionnels, il récompense les individus. Mais il l'a aidé à être réélu. Je me demande alors s'il faut passer par ce genre de méthode pour se faire entendre du pouvoir. Donc quand même le rôle régalien. C'est d'agir, de donner un service adéquat à ses concitoyens. Parce que ceux qui sont à nos services, ce sont eux. C'est nous les boss, dans les conditions normales. Alors donc s'il faut aller s'agenouiller pour leur dire faites votre boulot, je pense que ça devient une sorte de, entre guillemets, de mendicité. Et c'est pas, il n'y a pas de respect dans cela. Alors qu'est-ce que les gens qui travaillent dans les corps professionnels tels que la santé vont faire? Ils doivent prendre leur blouse, ils doivent prendre leurs différents appareils d'examen pour aller au palais du peuple dire Mansaké, vraiment on est très content de la réélection, faites-nous face. Donc tout le monde va faire. Tous les corps professionnels, socio-professionnels doivent faire la même chose. Il faut bannir, il faut dénoncer ce genre de pratique dans notre pays. Ça ne fait pas honneur à la démocratie, ça ne fait pas honneur au service public. Voilà. Oui, mais c'est pas si c'est le professeur ou docteur Bangoura. Il y a quand même un fait. Lamine disait tout à l'heure, Binko m'a dit, il ne se bouge pas. J'apprends, et cela se voit aussi de par son comportement, à part bien entendu ce qu'il a pu faire politiquement en allant à Bofa dans sa zone pour battre campagne pour le président. Pour des questions de l'éducation, on a l'impression qu'il s'efface parfois. Lorsque le problème est là, il veut laisser le secrétaire général gérer, qui a été son enseignant, qui a été son chef, donc il lui doit un respect religieux. Donc parfois il s'efface, mais il faut qu'il se dise que c'est lui le ministre. Bon, jusqu'à ce qu'on le remplace ou qu'on le confirme, puisque c'est une histoire de confirmation, et il va devoir faire face à la situation qui est là, parce que avoir quelques heures de cours moi je le comprends bien. On m'a dit oui, c'est un homme du sérail, mais quand on succède à un monsieur comme Yoro Baldé qui s'est bougé à la tête d'un département aussi important, je pense que le vide il va exister. Voilà, donc il nous donne raison. Bien. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Chaque matin, les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Les soirs, vous avez accès à cette émission sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry par satellite. Également, vous avez accès à Suite sur les bouquets Canal+, canal 539. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Ça va être très compliqué ce matin avec Internet, dans le sens que tout simplement, nous sommes dans le noir, mon cher Moïse. Vous avez quelques informations? Nous sommes dans le noir. C'est pire qu'en période électorale. Vous savez, en période électorale, on avait serré un tout petit peu. Là, c'est même pas serré, c'est coupé. Coupé complètement. C'est complètement coupé. Voilà. Et comme je le disais la fois dernière, c'est le câble même qui a pété. C'est-à-dire que... Du côté de Libéria, exactement, aux environs du Libéria, tous ceux qui sont dans le corridor du Cap sous-marin, qui passent donc par la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, sont touchés. Donc pour une fois, on nous présente comme une victime collatérale également, parce que c'est hors du territoire guinéen que le câble aurait pété, selon une source bien introduite au niveau de tout cela. Mais c'est la Guinéenne de large bande qui doit communiquer là-dessus, parce que ce matin j'étais prêt à sortir mes crocs contre Orange Guinée, parce que c'est la connexion d'Orange que j'ai, mais après avoir recoupé, heureusement pour eux, j'apprends que et toutes les sociétés de téléphonie mobile sont également touchées. Donc le câble qui nous fournit a pété, donc et c'est par ce câble que tout le trafic Internet passe du côté de la Guinée, de la Sierra Leone, du Libéria, même du côté du Bénin. Ma source m'apprend également que ce sont les mêmes perturbations, mais qu'il suffit de remplacer. Les techniciens seraient à pied d'œuvre et que ça devrait prendre juste quelques heures. Sauf que ça fait quand même plus d'1 heure que cela perdu, et ça relance un peu la question
du deuxième câble que certains pays ont. Par exemple, ceux qui nous arrivent aujourd'hui ne peuvent pas arriver au Sénégal, selon ma source, parce que là-bas, ils n'ont pas qu'un seul câble. Et chez nous, des études de faisabilité ont été faites, c'est-à-dire que tout est au point, en tout cas en termes d'investissement, tout ce qui doit être fait pour que la Guinée puisse se doter d'un deuxième câble sous-marin, mais l'État ne s'est pas encore bougé là-dessus. Et je me dis que, est-ce qu'il ne faut pas se poser d'abord des questions sur ce que le premier câble donne, en termes de débit Internet, en termes de rentabilité, pour qu'on puisse passer un deuxième câble, parce que le premier, il est à auditer. Moi, je trouve que la 4G chez nous, c'est pas la 4G, c'est une 3G un peu plus, une 3G puissante que nous avons, une 3G+, parce que ailleurs, vous avez l'impression quand vous passez un message que vous-même, vous allez partir de façon numérique dans le message, tellement le débit est rapide. Mais chez nous, vous avez l'impression, chez nous, vous poussez un peu le message à partir. En poussant votre téléphone, vous faites ceci, c'est pas bien, ça fait pas honneur au pays. Il faut donc qu'on se bouge du côté de la Guinée de large bande, et puis les différents instruments, les différentes entités qui s'occupent de la régularisation la régularisation du secteur, la régulation plutôt, j'arrive, du secteur du numérique dans notre pays, il faut que ces entités soient moins complaisantes. Et quand c'est très important, parce que tu évoques un sujet, on va dire c'est pas le même, parce que même nous, notre fréquence est brouillée depuis 2 semaines. Ça, évidemment, on a écrit à la RPT pour comprendre un petit peu ce qui se passe avec cette radio léonaise qui brouille carrément la fréquence de Radio Espace. On ne comprend pas du tout. Dans certaines parties de Kaloum et tout ça. Voilà, on parle de marée haute. Ça, c'est une première. Depuis 2008, ça n'est jamais arrivé. Je n'arrive pas à comprendre en fait ce qui se passe. Donc, du côté d'Internet, je pense qu'on doit expliquer à la population ce qui se passe, parce que là, c'est la folie. Aujourd'hui, les gens, des personnes vivent d'Internet. Oui, les dommages sont énormes. Ce matin, il y a un document important qu'on devait partager ensemble, que je tentais d'envoyer depuis 8 heures, 8 minutes à quelqu'un, parce que c'est un document en anglais, mais impossible parce que il n'y a pas Internet. Imaginez d'autres qui vivent de ce genre de secteur. Vous avez une ordonnance à faire payer à quelqu'un, votre parent est sur le point de mourir, vous ne pouvez pas transférer de l'argent parce qu'Internet ne marche pas. C'est-à-dire qu'on prend cela comme étant des chiffres, alors qu'il y a des vies qui peuvent être en danger à cause de cela. C'est pas normal. Allez-y, Ahmed Kourouma. Non, et puis c'est surtout que il y a les entreprises qui vont en pâtir. On a l'impression, on a l'impression effectivement, comme tu disais, qu'on est tout le temps en retard. On a toujours un train de retard. On n'anticipe pas. On n'anticipe pas. Il parle du deuxième câble. Je pense que c'est bien d'expliquer, même s'il n'est pas technicien. Oui, personne n'est technicien ici, mais on se doute bien qu'avoir un deuxième câble, c'est quand même utile justement dans ce genre de circonstances. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que les citoyens réfléchissent plus vite que ceux qui sont en charge de réfléchir pour nous, plutôt de nous faire rentrer dans le 21e siècle. Et c'est ça qui paraît insupportable. On est là à leur dire, écoutez, l'éducation, voilà ce qu'il faut faire. Internet, c'est quand même le monde, c'est l'ouverture sur le monde, c'est la modernité, c'est les entreprises aujourd'hui guinéennes qui essaient d'être performants. Elles sont déjà handicapées par pas mal de choses, par les taxes, par ceci, par cela. Si en plus, leur principal outil de travail, qui est aujourd'hui Internet, s'il y a de la médiocrité là-bas aussi, je ne sais pas comment on va faire. Écoutez, allez-y, mon cher Antoine. De telles situations sont inhérentes à la société, mais sauf que souvent, la communication manque. Malheureusement, ce matin, on fait le travail de la Guilab à sa place, parce que normalement, il leur revenait, bien avant que nous fassions cette émission, de faire des communiqués pour large diffusion, afin que ceux-là qui sont impactés par... Même ça aussi, on envoie par mail. Ou même par SMS maintenant, parce que là, il n'y a pas de connexion. Non, il y a des coursiers qui peuvent le faire. Des coursiers, oui. Qui peuvent le faire pour les radios et télévisions, déposer des documents. À l'ancienne. On est obligé de le faire ainsi. Bien. Ou s'il faut passer par la poste pour le faire, qu'il le fasse, parce qu'il n'y a pas de grandes gueules. C'est une solution qui le fasse. Je te le jure, mais il est terrible ce garçon-là. Il fallait qu'il communique au préalable pour nous faire comprendre qu'il y a un souci. Oui. Je suis parfaitement d'accord. Heureusement que nous sommes là, on communique à leur place. J'espère qu'après cette émission, on va trouver une solution au problème, parce que beaucoup de personnes sont impactées par cela. Les entreprises vivent de cette situation. Même il y a des malades à l'hôpital qui ont besoin d'Internet pour recevoir leurs produits, parce que papa ou maman est à l'étranger, ou d'autres personnes qui s'occupent de leurs produits ne sont pas en Guinée. Allez-y, Madame Yellow. Amine, je pense qu'il faut saluer ceux qui se sont battus pour la... Les grandes gueules. Des ondes, c'est vrai. Parce que sans les médias, je me demande ce que serait devenu ce peuple-là. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement tout passe par les médias. C'est vrai. Il faut qu'un média parle d'une situation pour que les choses s'accélèrent. C'est comme si les gens sont assis, ils s'endorment. Il faut les pincer pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils se rendent compte que oui, j'ai une tâche à exécuter et je me mets à la tâche. C'est quand les médias parlent d'une situation que la chose se débloque.
je pense qu'à un moment donné, il faudrait que... Quelqu'un l'a dit, la population est en avance par rapport à ceux qui sont là, qui sont chargés de réfléchir pour nous, qui sont chargés de poser des actes, qui sont chargés d'aider ce pays à se développer. La population est en avance. C'est pour cela que vous voyez des gens venir s'installer à un endroit et tout, alors que les gens qui sont chargés de gérer, de réfléchir, savent que cet endroit-là, quelqu'un ne doit pas s'installer là-bas. Ils passent par là, ils laissent faire, après ils viennent casser derrière. Il faut réfléchir, il faut prévoir les choses, il faut agir avant que... Le deuxième câble qu'on devrait avoir, qu'est-ce qu'on attend pour l'installer, pour être autonome en cas de panne? Quand il y a une panne, qu'il y a une chance pour les gens de pouvoir travailler. Imaginez les dégâts pour les sites internet aujourd'hui, les gens qui... pour tout le monde d'ailleurs, parce que nous ce matin à la radio, c'était difficile pour les éditions d'information. L'internet aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Il faudrait que, comme les gens payent les taxes, ils payent, c'est quelque chose qu'on paye, c'est pas gratuit. Et donc, il faut donc qu'on prenne les dispositions qu'il faut pour avoir ce deuxième câble-là, pour qu'en cas de panne, qu'on puisse quand même fonctionner, qu'on puisse travailler. Voilà, d'ici la fin de l'émission, peut-être que nous allons avoir plus d'informations. On parle de Gangan TV ce matin, mon cher Jacques Lewalino, avec ce qui s'est passé ce week-end. On n'a pas compris, hein? On n'a pas du tout compris. On nous dit de façon simple comme ça que c'est des agents de la brigade, c'est pas la BRB qui était à la recherche de quelqu'un. Ils disent avoir entendu la voix de quelqu'un qu'ils étaient en train de rechercher et qui débarquent au sein de l'entreprise médiatique. Procède à des perquisitions, donc à l'intérieur, sans mandat. On demande, mais qu'est-ce que vous faites? On dit, nous, on cherche quelqu'un. Donc, finalement, ils ont fait le temps qu'ils ont voulu faire à l'intérieur. Ils n'ont pas trouvé la personne recherchée. La personne est recherchée. Oui, parce que j'ai vu... Puis, ils ressortent et puis ils repartent comme ça. Et après, ça leur rappelle un peu ce qui est arrivé en 2017. Lorsqu'après une émission de nuit, on est venu le matin arrêter les journalistes parce qu'on avait entendu le mot mort là-bas et puis coller derrière un chef d'État. Donc on a dit, voilà, des journalistes souhaitent la mort du chef de l'État. Donc on les a pris et on les a amenés à la gendarmerie de Yimbaya ici. Et après, c'est Aboubakar Kamara, le coordinateur lui-même du groupe, qui a été détenu pendant longtemps. Je pense qu'à un moment donné, il faut que nos services de sécurité ou des officiers de police judiciaire apprennent quand même à poursuivre, à rechercher, n'est-ce pas, leurs suspects. Parce que si vous avez des soupçons que la personne que vous recherchez se trouve quelque part, il y a quand même des méthodes appropriées qu'il faut trouver. Parce que si vous dites que c'est à l'intérieur d'un bâtiment, il va quand même pas disparaître là. Donc il faut voir les responsables à ce niveau avec un papier qui va avec pour expliquer. C'est surtout que le siège de la presse, c'est un sanctuaire normalement qui devrait être Ce qui est arrivé là-bas, ça a failli nous arriver ici. À un moment donné, il y a, au moment de la grève du SLEG, là, il y a un enseignant qui est intervenu, apparemment qui était recherché par la police. Et donc on a débarqué ici à Espace. Après on est venu. Et ils ne savaient pas que le monsieur intervenait au téléphone. Pour eux, il était en studio. Donc, ils sont venus jusqu'au rez-de-chaussée pour l'attendre. Après, on leur a dit, bon, il n'intervient pas ici. Finalement, ils sont repartis. Donc, généralement, ils ont ces réflexes-là de chercher les gens comme des bandits, des grands bandits, alors que les faits pour lesquels ils sont poursuivis, c'est des faits mineurs. Mais on déploie tout un armada, on sort la grosse artillerie pour aller, n'est-ce pas, le rechercher. Moi, je crois que les médias, quand même, doivent être considérés comme des endroits inviolables. Il faut respecter ces minimums-là. Justement, on a écouté le communiqué du groupe Gangan TV. Du côté de la hack, pour l'instant, pas de réaction. En tout cas, je n'en revenais pas. Bon, sincèrement, je ne sais pas trop ce qui se passe. Hein. Oui, je trouve quand même que c'est pas professionnel du tout. D'habitude, la BRB, en tout cas, a à sa tête un colonel qui connaît les procédures et autres. Est-ce que, pour une fois, il y a des choses qui lui échappent? Je ne sais pas, mais ça ne doit pas se passer comme ça parce qu'ils savent qu'on ne peut pas quand même perquisitionner même un domicile sans mandat. À plus forte raison, vous rentrez dans les locaux d'une rédaction comme Gangan et vous mettez à questionner, à fouiller partout comme si c'était le sanctuaire des grands bandits. Je trouve que c'est pas normal et ça devrait quand même faire l'effet d'une condamnation commune de toute la corporation, parce que c'est Gangan aujourd'hui, ça peut être un autre média demain. Il faudrait que... Il y a un communiqué conjoint. Oui, il faudrait
de toutes les associations de presse. Oui. Donc je trouve... Ça a été fait. Ah, ok. Je parle de la HAC. La HAC, c'est pas fait moi. Je trouve donc que on doit mettre un terme à cela. Il y a des règles, il y a des procédures qu'il faut respecter en de pareilles circonstances, même lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui serait en train de porter atteinte à la sûreté de l'État. Il y a des méthodes, la loi a tout prévu. On ne peut pas quand même descendre de cette façon au sein d'une rédaction. En ce moment-là, la limite n'existe plus entre les différents pouvoirs. Justement. Allez-y, madame. Non, mais imaginez qu'on débarque dans un média, par exemple, de façon inopinée, qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, qu'on mette les gens au respect, parce que on a mis les gens au respect. Les gens, ils ont visité tous les studios, la régie, partout, sans présenter aucun papier. Professionnellement, vous venez, vous saluez les gens, vous présentez le papier qui vous permettent d'entrer, de visiter. Les gens vont vous laisser faire parce que nous sommes dans une république. Dans un pays normal, c'est comme cela que ça se passe. Vous présentez un document. Sinon, il y a l'autre procédure. Si vous venez en policier, vous attendez devant le média, devant la porte, peut-être en civil s'il le faut, parce que c'est comme cela qu'il procède ici. De toutes les façons, rien n'est respecté. Vous attendez la personne qu'il faut. Mais quand vous débarquez comme ça, de façon inopinée, dans un média, c'est une atteinte à la liberté des gens d'exercer dans leur milieu. C'est un local qui est là, c'est une violation, à peu près. C'est comme si vous débarquiez dans le domicile d'une personne. C'est une atteinte à la liberté de la presse. Vous ne pouvez pas venir dans un média sans document, sans mandat, dire... Vous faites une incursion, vous mettez les gens au respect comme cela. Ça ne se passe pas dans un état normal. Ailleurs, quand vous présentez un document, les gens vous respectent. Ils se mettent à côté, ils vous laissent faire votre travail. Ça peut se faire. Mais la façon dont les choses se sont passées à Gangan, mais les gens ne sont pas étonnés parce que vous vous souvenez, le cas Aboubakar, Aboubakar Kamara, quand il a été arrêté, gardé à Imbaya, vous vous souvenez des conséquences du fait qu'on l'ait gardé du côté du PM3. Quand les journalistes de l'Echo 3 plutôt, quand les journalistes sont venus demander sa libération, vous vous souvenez ce que ça a donné comme conséquence? Des journalistes ont été bastonnés, il y en a qui étaient blessés, des jeunes filles qui se sont évanouies. Je pense que jusqu'à présent, Lamine, il y a du chemin à faire. Nos agents les services de sécurité, c'est des gens qui viennent sur le terrain, reçoivent mandat de partir, mais nul n'est obligé de respecter un ordre manifestement illégal. Quand l'ordre est illégal, en fait, votre chef commun viole la loi, vous violez la loi avec lui. Pourtant, je me dis que ces gens ont été formés. Ils ont suivi une formation qui leur permet de savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter. Où est la limite? Il faut changer le paradigme. Justement. Je pense que ceux qui donnent les formations, les ONG internationales et autres, il faut miser maintenant sur les hommes de terrain. La plupart des hommes formés, des agents en uniforme, sont dans les bureaux. Ce sont des officiers supérieurs et ce n'est pas eux souvent qui sont sur le terrain, malheureusement. Mais à l'école, dans les différentes écoles, l'école de la police par exemple, ou bien à Symphonia avec la gendarmerie, le droit humanitaire international, il y a des cours qui sont dispensés. Tu en sais quelque chose, Moïse. Les cours sont dispensés. Mais en fait, on obéit plus à des hommes. On ne respecte pas la loi. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas une bonne image pour notre pays. Justement. Allez-y, j'ai l'impression que l'histoire se répète, parce qu'on se rappelle au temps de Conté. Il y a une radio quand même qui a été saccagée, où les bérets rouges sont venus, je veux dire, mitrailler tout. C'était Liberté FM. Oui, absolument, oui. À Kaloum, à l'époque. Tout à fait, je m'en souviens. Non, mais c'est... alors attention, parce que tu as dit tout à l'heure que la BRB, je crois, est dirigée par quelqu'un qui a fait du... Oui, par Fabou, je crois. C'est Fabou le patron. Non, pas Fabou. Fabou et la DPJ. Fabou, c'est la DPJ. La BRB, c'est la brigade de répression du banditisme. Attention, à la tête, il y a un colonel qui connaît les procédures. Oui, absolument. On a compris, Moussa. Jamal lui parlait plutôt de la BRI. Oui. Allez-y. Bref, normalement, il est censé connaître la procédure. Moi, je t'avoue que j'ai pas compris. J'avoue que j'ai pas compris ce qui s'est passé à Gangan. Ça m'a surpris parce que j'ai eu affaire, je les connais un peu, j'ai eu affaire à eux. Je sais que ce sont des gens qui sont très pointilleux en ce moment sur le respect des procédures et le respect de la loi. Surtout depuis que Damantan Camara est le patron. J'avais cru comprendre qu'il mettait justement l'accent sur la formation des policiers, etc. Et puis le respect scrupuleux des procédures. Donc j'ai pas compris. Il faudrait peut-être enquêter pour voir ce qui s'est réellement passé, parce qu'il y a peut-être aussi le fait qu'il y en a qui ont voulu faire du zèle, tout simplement, ça peut arriver. C'est bien possible. C'est possible. Ouais. Allez-y, mon cher. Parce que, en fait, j'ai vu sur un site, si c'est Guinée114.com,
espace.com, où un agent expliquait que c'est les techniciens qui les ont demandé de rentrer et fouiller parce qu'ils sont venus chercher quelqu'un qui passait à l'antenne. Je n'ai pas compris. Allez-y, mon cher Antoine. La question c'est, est-ce que ce sont les indiques ou les services secrets qui ne jouent plus pleinement leur rôle? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a eu quelques-uns des agents qui ont été parfois détectés par les structures de la société civile, dont le FNDC à un moment donné, qui banalement a détecté des agents secrets venus les espionner par moment. Donc aujourd'hui, la question c'est, est-ce que nos indiques ou nos services secrets, les agents, est-ce qu'ils sont véritablement bien formés? Parce que la procédure par laquelle ils sont passés, la manière par laquelle ils sont passés, Antoine, on a l'impression... ça se forme pas. Justement. Un indique, c'est pas formé. C'est des mouchards. C'est des mouchards. On a l'impression qu'ils ont été guidés par quelqu'un pour venir arrêter un grand bandit. On regarde la manière par laquelle les choses se sont passées et je me dis que le fait d'entrer ainsi au siège de Gangan, dans les locaux des médias, il recherchait certainement quelque chose et la manière est à condamner. J'ai vu avant-hier un cortège d'agents passés, cagoulés mais habillés comme s'ils partaient en guerre, mais ils ont failli me ramasser sur la route. Il a fallu que je me concentre pour prendre le trottoir. Mais ils faisaient peur. Alors qu'il y a des coupeurs de route à longueur de journée qui tuent des gens sur la route, au lieu de faire en sorte que ces gens-là soient en état d'ordre de nuire, on vient s'attaquer à des paisibles citoyens, on vient inquiéter des gens qui n'ont rien à voir avec le banditisme. Merci. Alors que sur nos routes, il y a des bandits qui opèrent mais sans être inquiétés. Moi je demande à ces agents de la BRB ou de la BRI ou de je ne sais services spéciaux de s'occuper des grands bandits, des bandits, on connaît où ils sont. Ils sont entre Kindia et puis c'est pas l'Insan, ils opèrent là-bas et ils font des morts. Merci beaucoup. vous occuper d'eux. Antoine Kourouma, évidemment. Allez, dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, on parlera entre autres du RPG Arc-en-Ciel, formation partielle donc du gouvernement. Ce mémorandum du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel qui est, Jacques va nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Et puis on parlera aussi des activistes. Vous êtes chez les GG et vous êtes au pays d'Alpha Condé. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.